Alors, moi, je ne vais pas rester debout parce que je ne suis pas bonne debout. L'objectif, en fait, je pense, c'est de faire prendre conscience de l'arrivée de ce que Laurence vient de nous raconter dans chacun des centres de référence. Ça, c'est une première chose. Et la question va se poser, c'est les prescriptions, quels vont être les contextes dans lesquels les prescriptions vont avoir lieu. Et la deuxième chose, c'est ensuite comment la filière, parce que c'est elle qui est la référence dans tout ça, si je ne m'abuse, la filière va se positionner pour gérer ces demandes finalement de diagnostic génomique. C'est un peu ça, autour de ça, que j'aimerais qu'on discute un petit peu maintenant, en sachant qu'il y a un dernier aspect qu'il faudrait garder en mémoire, c'est que la filière, elle va recevoir les incidentalomes, les fameuses données secondaires dont a parlé Laurence, qui en fait sont les variants qui vont être identifiés dans les gènes qui sont sur certains des gènes qui sont sur nos panels. Donc Laurence a évoqué les laboratoires de référence, mais le laboratoire de référence ne va être là que pour dire ce qu'il en pense. Mais derrière, c'est un patient qui s'ignorait et qui va arriver dans la filière. Voilà, je vous laisse la main et je laisse la main à la salle. Je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'indication pour une pathologie donnée, dans lequel, après tout, le généticien clinicien ou le clinicien spécialiste en accord avec le généticien fait une prescription pour pathologie aortique anévrismale. Et derrière, après tout, que le laboratoire utilise un panel de capture sur 50 gènes ou utilise une autre technologie, lui est bien égal. Ce n'est pas son affaire. Savoir si, quand il demande une IRM, c'est une IRM 6 Tesla ou 12 Tesla, ce n'est pas son affaire. Son affaire, c'est d'avoir un retour. Et donc derrière, je pense qu'à ce niveau-là, l'indication elle-même, ou la formulation de l'indication, elle ne change pas grand-chose, excepté, comme tu viens de l'indiquer, la problématique des données secondaires, voire d'extension d'informations sur ces pathologies qu'il faut prévoir au niveau du consentement. Parce que là, en termes de coût-efficacité, on se retrouve dans des coûts efficacité probablement meilleurs que sur les panels actuels, ou en tout cas équivalents. L'autre problématique, et donc à mon avis, ça ne doit pas passer par les filières, ça doit passer par les consultations habituelles et les centres de référence. L'autre problématique, c'est effectivement, pour le moment, peut-être que ça changera, l'accès génome entier, pour lequel on est dans des coûts un peu plus élevés, dans des interprétations encore plus complexes, et qui, parce que ce coût-là est relativement élevé, entraîne une limitation dans l'indication, et qui dit limitation dans l'indication, dit discussion en amont, et d'où une RCP standardisée importante. Alors, du point de vue clinicien, si j'ai bien compris ce que tu dis, finalement, ça change assez peu de choses pour le clinicien, parce qu'il demande au labo de le faire, et le labo se débrouille. Et puis, le labo rend un résultat. Mais je pense que ça change beaucoup de choses, moi. Parce que ça change sur le fait que tu as toutes les données secondaires auxquelles tu as fait allusion, effectivement. Et donc, il faut, si j'ai bien compris ce que nous a expliqué Laurence, qu'il faut expliquer au patient, avant qu'il fasse son test, qu'est-ce que c'est qu'une donnée secondaire? Est-ce qu'il veut avoir ce résultat? Il y en a pour lesquels on pourra faire des choses, il y en a pour lesquels on ne pourra rien faire. Donc, ce n'est pas simplement ce que c'est qu'une donnée secondaire, mais en fonction du type de donnée secondaire, etc. On a des stades de stockage d'informations pour lui, et donc on pourra utiliser demain à on ne sait pas quoi. Donc moi, je pense que ça change beaucoup de choses aussi sur l'organisation. Et la question que j'avais pour Laurence, tu l'as dit rapidement, mais ça vaut peut-être la peine de le redire, c'est combien de temps est-ce qu'il faut pour informer complètement un patient sur ce que représente un test génétique qui n'est pas un panel à la recherche de ce qu'on sait qu'on va trouver ou pas trouver, mais un exome et demain un génome, parce que là on est à la première marche de l'escalier, mais demain, d'après ce que j'ai compris, il y a la deuxième marche avec le génome. Après, vous allez bien trouver un truc en fonction du fait que l'épigénétique intervient ou n'intervient pas. Donc il va y avoir une troisième marche, etc., etc. Donc ça va continuer. Donc combien de temps est-ce qu'il faut pour expliquer complètement à quelqu'un d'une intelligence moyenne, supérieure, inférieure, puisque dans tous les cas, il va falloir qu'il prenne une décision sur des données qu'il faut qu'il comprenne.
Alors, comment tu gères ça? Alors ça va être différent quand même, comme toujours en clinique, hein, on va quand même beaucoup s'adapter aux personnes. Il y a des personnes qui vont qui vont souhaiter beaucoup d'informations et qui vont beaucoup demander des choses par rapport à ce qu'on va leur expliquer, et d'autres qui vont très vite nous faire comprendre que, vous savez, sur le plan technique, moi, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est vous faites ce qui est au mieux, vous faites ce que vous pensez qui est bien, et voilà. Donc, de façon générale, de toute façon, on a des créneaux qui sont à peu près de 3 quarts d'heure à 1 heure. Donc, on doit à peu près rester dans ces créneaux-là. Je dirais que les choses qu'on va appuyer vont être quand même très guidées. Je pense qu'il y a les règles de tout ce qu'il faut dire. Effectivement, on en a parlé, hein. Les différents types de résultats, insister sur la variabilité du génome, et leur expliquer la variabilité du génome est indispensable. Après, la question des données secondaires. Le modèle idéal, celui qu'on fait et qu'on propose dans le cadre du PREPS, comme le PREPS c'est un projet d'organisation des soins, il a vraiment été demandé pour proposer un modèle par la suite. Alors, vous voyez, la question des données secondaires, c'est absolument incroyable parce qu'elle prend toujours toute la place. Alors que ce n'est pas pour ça qu'on demande le test, mais il n'empêche que c'est toujours ça qui revient sur les problématiques. Et quand on est en consultation avec les gens et qu'on commence à leur parler des données secondaires, il y a des gens que ça passionne complètement. Et on va parfois s'apercevoir qu'ils vont nous avoir bombardé de questions sur les données secondaires et plus aucune sur le diagnostic primaire. Donc du coup, le modèle que l'on propose, c'est qu'il y ait une première consultation avec le généticien autour de la question du diagnostic primaire, où on ne parle que de ça, et derrière, une deuxième consultation avec un conseiller en génétique qui va parler, lui, à son tour, que des données secondaires. Avec une consultation qui est aussi longue, parce que du coup, il faut quand même présenter les différentes catégories possibles, un minimum d'exemples sur les implications que ça peut avoir, le concept d'actionnabilité, le fait que ça ne regarde pas tout, parce qu'il faut aussi pas que les gens après pensent que c'est une carte d'assurance si tout est normal, où ils n'auront pas de soucis dans la vie et en santé. Donc, je crois beaucoup à ce modèle. Maintenant, et je pense qu'il faudrait que ça soit ce modèle-là, parce que sinon, ça modifie trop les consultations, alors qu'encore une fois, ce n'est pas pour ça que les gens viennent nous voir. Donc, le fait de dissocier les deux, si on peut, ça serait idéal. Maintenant, évidemment, on va être confronté à plein de problèmes, hein, puisque à l'heure actuelle, on est déjà très inquiet par le fait de savoir, avec l'arrivée des plateformes et puis dans certaines circonstances, dont l'oncologie, où il va y avoir des circonstances un peu urgentes. Donc déjà, comment les gens vont s'organiser au sein des centres qui ont déjà pour beaucoup entre 3 mois et 1 an d'attente. Si jamais on doit rajouter sans moyens supplémentaires ces consultations idéalement dissociées avec les conseillers en génétique, on ne voit pas au jour d'aujourd'hui comment on fera. Donc c'est vrai qu'à mon sens, il faudrait que dans le cadre du plan, France Médecine Génomique, en parallèle de la mise en place des plateformes techniques et des interprétations, qui est aussi du temps humain pour du personnel en amont et en aval. Et alors, d'un point de vue pratique, d'après ce que j'ai compris, le prix baisse régulièrement et donc ça va devenir assez vite plus rentable que de faire des panels. Donc, est-ce que vous imaginez que les panels vont disparaître? Et si oui, à quelle échéance? Et donc, à quelle échéance on va être confronté au problème du génome entier pour tous les patients pour lesquels on demandera un examen génétique dans nos centres de référence? Moi, je suis persuadée que les panels vont disparaître, oui, à un moment donné. Parce que le prix, pour l'instant, ça a quand même été, les prédictions ont quand même bien suivi. Et là, actuellement, la prévision, c'est 2025, $100 pour séquencer un génome. Donc, après, de façon conceptuelle, arriver sur un test unique me semble beaucoup plus optimal. Mais après, je ne suis pas biologiste, alors peut-être Catherine pourra modérer ça. Moi, d'une façon extérieure, j'ai réellement l'impression, et entendu potentiellement d'autres bouches, mais après les avis peuvent être partagés, hein, que s'organiser vers un test unique est beaucoup plus opérationnel. Et c'est vrai qu'on peut la tester. Nous, à Dijon, on était un laboratoire qui faisait quasiment rien. Et c'est vrai qu'en se ciblant sur un... Alors, on n'a pas un test unique parce qu'il y a des mosaïques qui sont un point particulier avec des tests particuliers qui ne sont pas faits sur le sang, etc.
mais du coup de ne pas avoir démultiplié les analyses. Et de toute façon, on le voit bien avec les panels, il faut toujours les remettre à jour si on veut rester au goût du jour. Donc je pense que ça ne peut pas durer comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi, Laurence. Je pense que si on arrive à avoir... Alors, est-ce que ça sera un mendéliome? Est-ce que ça sera un exome dans un premier temps qui couvre parfaitement bien nos gènes? Parce que c'est ça le problème. Les gènes cibles... Pardon? Ça couvre très bien. Oui, enfin, je suis d'accord avec toi que c'est certainement une seule méthode dans le labo, enfin, une seule technique de capture, je dirais, entre guillemets, dans le laboratoire qui sera utilisée, sera commune à tout le monde. La seule chose derrière, c'est soit tu fais une analyse complètement ciblée, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un réactif qui te permet de voir beaucoup de choses, mais dessus, tu te cibles uniquement sur tes gènes de panel, entre guillemets. Ou alors, tu considères que tu vas plus large et que tu regardes tout, et notamment les incidentalomes. En termes de diagnostic, il est clair que la question ne se pose pas, c'est tu ne dois regarder que les gènes validés. Ça, c'est clair, et restera en point d'interrogation. C'est là où on aurait vraiment besoin d'avoir un consensus national, c'est de regarder ces gènes, entre guillemets, actionnables ou pas. Du coup, en fait, il y a potentiellement 3 niveaux, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de faire le choix de... Il y a pas, le fait de faire du pangénomique ne va pas avec le fait qu'on doit regarder les données secondaires. Donc, effectivement, pour les pathologies de la filière, l'idée, ça pourrait être de, si jamais à un moment donné, on vient à abandonner les panels, de faire une première analyse bioinformatique ciblée sur les gènes connus dans vos pathologies, qui peut du coup être remise à jour facilement à chaque fois qu'un nouveau gène sort. Pour les négatifs, il peut y avoir une discussion de savoir si après on ouvre à regarder plus large, un cas plus syndromique ou quelque chose comme ça. Mais après, si on fait ça, on n'est toujours pas obligé de regarder les données secondaires. Je suis d'accord avec toi. La seule chose, la question qui se pose, c'est que fait-on des données secondaires? Est-ce qu'on les regarde ou est-ce qu'on ne les regarde pas? Au jour d'aujourd'hui, chacun fait comme il veut. Laurence, je suis d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, chacun fait comme il veut. La seule chose, c'est qu'il va arriver un moment où on arrêtera de tourner autour du pot en disant chacun fait comme il veut. Et il va falloir se positionner, parce que ce n'est pas chacun fait comme il veut. C'est clair et net, c'est une analyse supplémentaire à faire. Donc, ce n'est pas anodin en termes de moyens dédiés dans un laboratoire pour aller analyser les données secondaires. Voilà, ça c'est une chose. Mais je crois qu'il vaut mieux les évacuer pour l'instant, les données secondaires, et se concentrer plutôt sur ce que ça va changer dans nos pratiques, dans vos pratiques. Et en termes de, je pense, de réflexion, de possibilité, parce qu'il y a un élément dont tu n'as pas parlé, c'est que toi, le modèle que tu donnes, c'est le modèle de ces anomalies du développement. Donc, en fait, quelle a été la stratégie? Soit tes malades, tu les as étudiés tout seuls, en termes d'exomes, soit c'était des trios, les parents et les enfants, je pense, que tu as dû faire. Alors, nous, on a fait jusqu'à maintenant, on faisait que du cas index. Que du cas index, d'accord. Et en fait, pour des raisons de coût, parce que nous, notre politique, c'est qu'on voulait passer toutes les personnes candidates. Donc, on n'avait pas forcément l'enveloppe pour faire plus. Maintenant, on vient de changer depuis quelques semaines, mois, je ne sais plus. On fait des trios, mais on fait les parents en poule. Ce qui veut dire que ça réduit beaucoup les coûts. Et c'est sûr que ça optimise beaucoup la lecture et beaucoup moins de contrôle. Voilà, et c'est cet aspect-là sur lequel j'aimerais qu'on revienne, parce que cet aspect-là, il a des conséquences. C'est-à-dire que, quelle que soit la méthode du pangénome, première lecture, deuxième lecture, va arriver un moment où il va falloir, quelle va être la meilleure stratégie. Si on parle du génome et des prescriptions de la RCP génomique pré-départ sur la plateforme Auragène ou la plateforme Sequoia, quelle est la stratégie qu'on va utiliser au Marfan si on veut séquencer un génome chez un proposant? Qu'est-ce que vous allez faire côté maladies vasculaires rares? Qu'est-ce qui va être fait côté Randy Osler? C'est le proposant
c'est seulement des proposants qui ont des apparentés, quelle va être la stratégie? Parce qu'en fait, derrière tout ça, il ne faut pas uniquement faire le génome, il faut l'interpréter. Je vous passe la main peut-être, Xavier. Mais je crois que ce sont des bonnes interrogations et qu'il y a une réflexion effectivement à faire dans ces indications clinico-biologiques qui vont être nécessaires pour chacune des types de pathologies. Et donc il n'y a pas de réponse univoque là non plus. Et je pense qu'il y a un vrai problème médico-économique, comme tu l'indiques, dans le niveau de réponse. Le niveau de réponse sur les gènes connus responsables d'eux, le niveau des gènes qui pourraient être, et donc j'étends au codant d'autres, une liste de gènes de la matrice extracellulaire ou autre chose que tu veux, qui fait en sorte de pouvoir me donner éventuellement des surprises, comme Laurence nous l'a montré. Et puis en plus, les données secondaires. Donc à chaque fois, on a des niveaux différents qui devraient, compte tenu de l'effort d'interprétation nécessaire, amener là aussi à des facturations différentes. Donc il y a des réflexions assez fortes qui sont conduites actuellement, entre autres par un groupe de travail dans le cadre du plan France Génome 25 pour ce qui est du génome entier, mais qui est évidemment superposable pour l'exome entier. Oui, Xavier, malgré tes beaux schémas, là, j'ai pas encore, je pense, bien compris quel est jusqu'où va le travail de la plateforme Sequoia en fait. Où est-ce que ça s'arrête et où commence le travail d'interprétation clinico-biologique des différents centres experts? Parce que en fait, on avait l'impression quand même qu'il y avait déjà un travail d'interprétation au niveau de la plateforme. Oui. Là, c'est une discussion qui est vraiment intéressante. Je crois que la plateforme n'est pas simplement une production de séquences, c'est un laboratoire avec une accréditation et qui doit rendre un résultat. Et dans ce résultat, il y a un certain niveau de validation qu'il donne. Ce niveau de validation, il est à l'aune de ce que connaît la plateforme sur le plan bioinformatique et du phénotype donné. Et de l'ensemble des données, évidemment, de l'accès aux bases de données qu'il peut avoir. Derrière, il doit, à mon sens, mais on peut toujours discuter cela, être envoyé au laboratoire référent qui a envoyé à la plateforme, qui, lui, est libre, d'une part, de réanalyser des données brutes s'il le souhaite par rapport à ça, qui est libre de confirmer par du Sanger ou par autre chose s'il nécessite, ou bien d'approfondir en mosaïque s'il souhaite parce qu'il y a quelque chose correspondant, qui est libre de faire du fonctionnel cellulaire ou autre, et qui est libre de faire derrière de l'agrégation familiale et du test secondaire. Donc on ne peut pas, je pense, imaginer que la plateforme ne fasse que de la production, mais en même temps, on ne peut pas imaginer qu'elle fasse la profondeur correspondante à ce qu'on sait faire par les laboratoires spécialisés. Donc il va falloir trouver le juste équilibre par rapport à ça. C'est pas encore clair, je trouve, la limite. Non. Là, parce que, mais le laboratoire est obligé, à mon sens, pour se valoriser, et pour ensuite avoir, là aussi, sur le plan médico-économique, une valeur ajoutée, est obligé de rendre un niveau de diagnostic, me semble-t-il. Et mon autre commentaire, là, c'est pour suivre les commentaires de Catherine. Je pense que ce qu'il faut qu'on anticipe aussi, c'est tout ce que ça représente comme moyen, justement, derrière, en termes de diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire, consultation supplémentaire, etc. Donc, avec si on... on est tous dans cette salle, d'accord pour penser que la médecine va être de plus en plus génomique ou moléculaire, en grande partie, et qu'il va falloir mettre les moyens associés à cela, cliniques et biologiques. Sinon, on n'y arrivera pas. Si on fait 100 génomes, combien vont être dits normaux et combien vont dire vous avez peut-être un risque d'avoir un cancer du côlon, aller faire un suivi toute votre vie? Enfin voilà, en fait, c'est la question derrière les données secondaires. Je vais laisser parler Laurence, mais il n'y a pas de génome normal, ni le mien ni le vôtre. Donc, on est porteurs tous les deux de mutations extrêmement délétères et que nous compensons d'une manière ou d'une autre. Donc, de toute façon, pas d'angoisse là-dessus. Il n'y a pas de génome normal. Donc qu'est-ce qu'on va répondre à nos patients? C'est ça la question. Dans les recommandations qui sont émises, qui ont tendance à être celles qui sont actuellement proposées d'être suivies, en tout cas dans les projets pilotes, c'est les recommandations de la Société américaine de génétique qui a établi une liste minimale de 59 gènes
dont ils ont pesé le pour et le contre et pesé le degré d'actionnabilité. C'est une liste qui est pas mal faite avec des experts qui la relisent régulièrement. Et si on suit cette liste, on a 2% de résultats positifs avec, on va dire très grossièrement, à peu près 0,7% de gènes impliqués dans les prédispositions génétiques au cancer et quasi tout le reste dans les prédispositions génétiques aux pathologies cardiaques héréditaires. Et on a montré qu'on changeait le pronostic des gens avec cette façon de faire. Alors, non, pas encore. Donc on est dans le domaine de la recherche. Alors, oui et non, c'est quand même des gènes qui sont tous très bien connus. Par exemple, pour le cancer du sein, pour le cancer, ça va être BRCA1, BRCA2, les gènes MMR, etc. C'est des gènes pour lesquels il est actuellement complètement validé que que c'est intéressant de connaître son statut pour mettre en place un suivi, voire des chirurgies préventives, ou un traitement, ou un traitement médicamenteux, ou dans des familles où il y a des gains d'index, etc. Alors du coup, effectivement, la discussion qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on connaît vraiment la pénétrance de ces gènes ? Peut-être que finalement... Mais après, il y a quand même eu des études de population générale. Par exemple, pour BRCA, on sait quand même que c'est... la fréquence dans la population générale. Alors, l'expérience qu'on en a, parce que du coup, avant les projets de recherche, on avait commencé à le faire au niveau de notre laboratoire. Et c'est vrai que c'est pas rare quand même qu'on tombe sur des choses. Bon, il y a des arbres généalogiques complètement nus, ça peut arriver bien sûr, mais il y a quand même au moins la moitié où en fait des gens n'avaient pas forcément spécifié des antécédents ou connaissaient pas une branche familiale, ou à dire ah bah oui, mais j'aurais pas pensé que c'était important de vous dire que ma maman avait eu un cancer ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas on va pas forcément arriver sur rien du tout. Mais après, effectivement, il faut avoir une grosse vigilance. Et on a eu une expérience pour le coup qui fait qu'il faut s'alerter là-dessus. On avait une famille où on a identifié un variant qui était étiqueté pathogène ClinVar dans un gène de syndrome de QT long, et du coup qui était vraiment en phase d'être rendu, avec une certaine alerte, parce que les électros qu'on avait à disposition du cas index et de son papa étaient totalement normaux. Après, on peut avoir des QT longs, un QT long avec un ECG normal, mais quand même, ce qui a poussé du coup à demander au laboratoire de référents de réfléchir dessus. Et ils ont tous dit que c'était vraiment une phase où ce variant était en train d'être classé, qu'il était toujours marqué pathogène dans ClinVar, mais que, à leur sens, il était en train d'être classé comme bénin. Donc c'est vrai ou en tout cas classe 2. C'est vrai qu'il faut être du coup super vigilant, parce que c'est embêtant, évidemment, d'aller rendre un résultat qui va être reclassé après. Et il y a une publication comme ça où ils ont montré que pour une famille aux États-Unis, ça avait impliqué 75 prélèvements d'apparenté avec des personnes qui étaient mises sous bêta-bloquants, etc. Et finalement reclassées. Et du coup, on dit à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une stratégie quand même qui est proposée sur une grande échelle, qui doit être évaluée en termes de population, sur les dépistages des cancers, sur la prostate, le sein. Il y a des discussions en fait de savoir est-ce qu'on fait des tests à tout le monde, est-ce qu'il y a un bénéfice, combien de personnes ont été opérées pour rien. Là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de course en avant et pas vraiment de méthode d'évaluation. J'entendais, on va regarder à 6 mois, 1 an ce que ça va donner. Mais c'est à 5 ans, 10 ans qu'il va falloir évaluer. C'est surtout pour les questions psychologiques déjà, parce qu'on ne sait pas si au niveau... les gens à la base disent qu'ils veulent avoir accès à ces données, mais surtout ils ne se rendent pas du tout compte de ce que ça veut dire. Et même en 1 heure de consultation, même s'ils ont 1 heure de consultation dédiée, maintenant où on est à notre phase de rendu, on a déjà des gens qui disent « Ah bah tiens, je me rappelais même plus qu'on avait… » alors qu'ils ont eu une consultation dédiée, inclus dans un projet de recherche, et qui se souvenaient presque plus que la question avait été soulevée. Donc c'est vrai que c'est un sujet super complexe, mais qui prend toujours beaucoup de place. Et comme on le voit là, probablement on aura parlé de ça avant de parler du diagnostic primaire. C'est un vrai constat. Qu'il faut mettre en perspective avec ce qu'on avait comme discussion juste avant, à savoir qu'est-ce qui fait une pathologie. Est-ce que la mutation fait la pathologie? Parce que dans la base de ton raisonnement, la mutation fait la pathologie. Et donc, c'est pas si évident que ce soit vrai. Donc, c'est pas si évident que la base du raisonnement soit juste. Ce qui est troublant. La mutation donne un risque, mais effectivement pas égal.
pour poursuivre ce que disait Laurence à propos de la consultation, moi je suis souvent surpris par le niveau de compréhension immédiate que peuvent avoir les patients par rapport à un test génétique simple, de compréhension de ce qu'il va leur arriver, et en même temps de l'état souvent, en raison d'une pathologie qui peut être sévère, de sidération de la pensée qu'ils peuvent avoir, et un mois plus tard, vous leur demandez ce qu'ils ont compris, et c'est parfois des choses complètement différentes, ou bien simplement la couleur de la chemise du médecin qui était en face de lui. Donc il faut se méfier entre l'impression qu'on peut avoir sur 3 quarts d'heure, 1 heure de consultation, qui sont déjà très longues, et en définitive le message retenu. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, ça n'est que de la répétition, souvent. Et alors, d'un point de vue pratique filière, étant donné la décroissance des prix, l'imagination que vous avez que les panels vont disparaître à moyenne échéance, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre en place des RCP spécifiques génomiques, vu qu'on va faire le génome à tout le monde? Alors, ça veut dire que tout le monde passe par le génome, la RCP génomique. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que finalement, je comprends que c'est à peu près inéluctable que ça s'étende. Il faudra quand même dire aux gens ce qu'on va regarder dessus. Ça, c'est une organisation différente de la consultation. Oui, mais c'était pas la même chose que la RCP génomique. Oui, mais ça va être discuté en RCP génomique, du coup, qui pourra te faire dire. Qu'est-ce qui va être discuté en RCP génomique? Eh bien, si jamais, suivant la stratégie qui sera utilisée, c'est-à-dire que si jamais tu pourras faire le génome, ne veut pas dire que tu vas analyser tout le génome. Et ça va être décidé pas par la RCP génomique, ça va être décidé par la consultation que tu auras eue avant avec le patient, si j'ai bien compris. La structure, je vais dire ce que j'ai compris. Tu étais en état de sidération? J'étais en état de sidération et j'ai vu que tu avais une très jolie chemise, mais indépendamment de ça. Donc, quelqu'un arrive. Il a une dilatation de l'aorte. Il me semble ici de lui faire une recherche génétique. J'en parle à mes généticiens ou généticiennes préférés et qui me disent d'accord. Donc on fait une explication parce qu'on va faire tout le génome. Et j'envoie au laboratoire de biologie moléculaire qui va, si j'ai bien compris, d'abord regarder uniquement les gènes qui sont responsables des pathologies pour lesquelles on a fait la démarche génétique, plus ou moins les gènes secondaires en fonction de ce que j'aurais eu comme entretien antérieur avec le patient qui m'a dit « Oui, ça m'intéresse de tout savoir » ou « Ah non, moi je ne veux pas savoir » ou « Je ne comprends rien, je vous laisse faire ce que vous pensez ». Et donc finalement, après qu'on ait passé cette première étape-là, il va y avoir une deuxième étape où automatiquement on va faire du génome, un peu tout screening, et finalement la RCP génomique, elle ne sert à rien là-dedans. C'est là où justement je pense qu'il est important de procéder par étapes, à la fois pour nous et pour le patient et sa famille. Le patient, il vient pour une pathologie donnée et il veut éventuellement, avoir une explication ou il souhaite avoir une explication moléculaire par rapport à ça. Et donc, je crois que dans l'information initiale de la première ou deuxième consultation associée au conseiller génétique, psychologue ou psychiatre, il faut s'associer simplement sur la pathologie. Derrière que la cafetière moléculaire explore l'ensemble du génome, il ne veut pas le savoir. Moi, je verrais les choses comme ça. Après, il y a un rendu qui est fait sur les gènes candidats. Le biologiste dit, ben voilà, j'ai exploré l'ensemble des gènes TAAD, il est positif, tu peux rendre ça. Et puis, derrière, il y a une consultation de rendu qui est, cette mutation-là est responsable de ce qu'on fait actuellement, et tu rends le service de la pathologie donnée. Libre, enfin, à cette consultation de rendu, tu peux dire, mais en plus, si vous le souhaitez, on peut éventuellement explorer. Mais à mon avis, c'est déjà plus complexe. Le test est négatif. Tu reviens vers le patient, tu as toujours la cafetière moléculaire qui a déjà tout analysé, c'est pas grave. Tu as le patient là, tu lui dis, on n'a pas retrouvé, mais sachez que, à partir de l'ADN qu'on a extrait, nous pourrions analyser l'ensemble des gènes de prédisposition, voire d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette exploration? Il n'y a pas besoin de prélèvement supplémentaire, éventuellement un deuxième pour identito-vigilant, je ne sais pas. Et puis là, il y a une RCP moléculaire qui se fait parce qu'on peut en discuter ensemble auparavant. C'est-à-dire qu'on a discuté ensemble auparavant dans une RCP de dire ce test est négatif, mais il y a tellement d'antécédents familiaux qu'à mon avis, il faut aller plus loin. Parce que moi, un test négatif, j'ai un monsieur de 60 ans qui a un anévrisme de l'aorte abdominale, personnellement, je n'irai pas plus loin. Je vais te dire, c'est pas la peine qu'on perde notre temps. Je n'irai même pas jusque-là.
Et peu importe. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre notre temps. Donc derrière, il y a la discussion clinico-biologique. Donc j'avais en plusieurs étapes, quelle que soit l'analyse moléculaire tu vois, il faut dissocier la partie clinique de la partie purement biologique. Donc c'est une façon d'être qui est assez Trop différente d'informations de tue l'information. C'est assez différent de ce que Laurence présentait. C'est-à-dire qu'on utilise le génome, on fait le génome à tout le monde, mais on dit en fait, on fait le génome, c'est une espèce de stockage d'informations qu'on a et qu'on va lire ou qu'on ne va pas lire en fonction de ce que vous allez dire. Et la première étape, c'est de lire uniquement la partie pour laquelle pour laquelle la pathologie vous a justifié. Là-haut, il y a des choses, il y a des questions? Allez-y. Je ne sais pas, j'avais pas vu qu'il y avait des remarques et des questions. Et donc, en fait, ça revient à faire une première étape où, à la place de faire le séquençage, on fait le tout, mais on dit qu'on n'interprète qu'une partie. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Non, c'était une fausse alerte. Et donc, les RCP génomiques, il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Oui, Catherine. Donc, les RCP génomiques, finalement, n'auraient un intérêt que... Moi, ce que j'aimerais... Alors, on a une étape avant, si je peux parler, qui est celle qui nous arrive maintenant, où nos panels sont encore relativement efficaces, mais on dirait que Sequoia et Oragen se mettent en marche. Et donc, on a dans tous les centres des patients pour lesquels le panel est rendu négatif. Comment allez-vous procéder? Donc, ce que tu suggères, c'est qu'on fasse des RCP pour lesquels on discute tous les patients qui sont négatifs des différents laboratoires, c'est ça? Donc là, je pense qu'il faut falloir... C'est là où l'intérêt, je pense, est vraiment d'une charte de filière, de se dire quelles sont les indications préférentielles des analyses génomiques ou génome entier. Laurence en a parlé un petit peu, pathologie syndromique, histoire familiale forte, âge de début, sévérité de la pathologie, possibilité thérapeutique en aval. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut décliner, qui me semblent... Et puis après, tu les déclines par pathologie. Donc il y a quelques grands critères, me semble-t-il, qu'on pourrait mettre en place. Et puis en fonction, si tu as 1, 2, 3, 5 points, ou 20 points, peu importe, à celui qui a le plus de points passe en priorité, si jamais il y a un nœud d'étranglement. On va peut-être en rester là parce qu'il est tard, mais j'aimerais que vous réfléchissiez tous à ça, parce que c'est ça qui nous attend demain, avant l'exome. Donc c'est ça qu'on va faire au niveau de la filière, c'est qu'on va discuter de quels sont les cas dans lesquels le génome pourrait être demandé, une fois que le test a été fait avec les panels actuels et qu'ils sont négatifs dans les différentes pathologies de la filière. Voilà, bah oui, on est arrivé à une conclusion. C'est super. Bravo, merci à tout le monde d'être venu. Et j'espère que vous avez fait des progrès en génétique, parce que c'était beaucoup génétique. C'était beaucoup aujourd'hui, c'était beaucoup demain, donc c'est des progrès qui serviront encore demain.